cette conférence a lieu parce que la séquence qu'on a vécue à l'issue des élections présidentielles et législatives est assez particulière. Donc je présente les participants. Je vais commencer par moi. Je suis Nadège Abou-Mangoli, députée en Seine-Saint-Denis depuis 2022 de la France Insoumise. Jérôme Legarve, député de la 12e circonscription de Seine-Saint-Denis. D'ailleurs, je précise, nous avons 12 députés sur 12 en Seine-Saint-Denis. Il est professeur et syndicaliste dans l'éducation nationale et également membre du Parti ouvrier indépendant. Et donc c'est mon voisin de circonscription. Et Stathis Kouvelakis, chercheur en philosophie et militant de la gauche radicale que vous connaissez. Il a enseigné pendant 18 ans au King's College à Londres. Il est membre de la revue Contretemps. Il est un contributeur régulier. Il est un militant engagé. Et notamment, vous avez pu suivre ses contributions au moment de la crise de la dette grecque. Donc à cet égard, il aura un éclairage particulier appliqué ici. Et puis à l'occasion des discussions autour de la formation de la NUPES, tu as écrit un article dans Contretemps justement intitulé « La possibilité d'une brèche » qui porte une réflexion sur les enjeux qui se posent aujourd'hui et qu'on va aborder ensemble. Donc moi, je vais d'abord poser les problématiques de cette conférence de manière générale. Ensuite, Jérôme va faire un point de la situation politique du coup, qui est le débouché de la séquence. Et puis Stathis va s'attarder sur des points très particuliers sur la manière dont on se projette pour la suite. Donc en termes de panorama général, ce ne sera pas un éclairage théorique, mais plutôt pragmatique sur comment on définit ces trois blocs. Écoutez, on l'a vu à l'issue de l'élection présidentielle, c'est une structuration inédite parce que les élections présidentielles en temps normal, ça doit trancher un certain nombre de sujets, de débats qui animent le pays. Et ça n'a pas atteint ses objectifs au regard des scores et de la situation à la suite au moment des élections législatives. Nous avons un président qui a été élu sans qu'il annonce son programme. D'ailleurs, la campagne de Macron a été une non-campagne. Il a profité notamment de la guerre en Ukraine pour ne pas nous éclairer sur ce qu'il comptait faire. On avait vu aussi, à l'issue même de l'élection présidentielle, que sur la réforme des retraites, c'était le grand flou. Et c'est maintenant que le coup de bâton, il souhaite le porter. Nous avons un président qui, à peine élu, quand on faisait les sondages, le souhait des Français, c'était qu'il ne remporte pas les élections législatives. Donc ça, c'est aussi un autre point inédit. Et d'ailleurs, ces élections législatives, il les a perdues en réalité, puisqu'au soir du premier tour, eh bien, il était minoritaire. Donc cette structuration, c'est la conséquence de l'effondrement du bipartisme français, ce qui n'est pas du tout le bipartisme à la britannique, mais quand même un bipartisme structuré autour du PS et de LR. Et d'ailleurs, c'est un peu malheureux de le dire, mais Marine Le Pen, en son temps, avait eu une formule qui résumait un petit peu la situation de ces deux partis, avec la formule UMPS, puisque des deux côtés, en fait, il y avait une prétention de défendre les classes populaires et les classes moyennes, d'être des partis attrape-tout, mais en réalité en épousant les principes et les actes du néolibéralisme. Donc ces trois blocs, vous les connaissez, donc je vais rappeler quand même quelques chiffres qui sont assez parlants. Le bloc libéral-bourgeois avec LR et LREM qui a totalisé, à l'issue du premier tour de la présidentielle, 32-63% des suffrages. Le bloc d'extrême droite avec lequel on englobe Le Pen, Zemmour, Dupont-Aignan avec 32-28. Et puis le bloc populaire, avec l'Union populaire et les autres forces de gauche, qui fait 31-92. Donc en fait, trois blocs assez lisibles intuitivement à travers les chiffres, mais qu'il faut quand même définir, parce que entre les uns et les autres, il y a quand même quelques va-et-vient. D'abord, le bloc libéral-bourgeois, qui est l'alliance entre les classes supérieures et moyennes qui autrefois votaient pour le PS ou la droite, les Républicains. C'est ce qu'on appelle, certains appellent le bloc élitaire. On y retrouve une surreprésentation des diplômés et des cadres vivant dans les grandes métropoles. Ils partagent en gros un soutien sans faille à la construction européenne. Et on peut résumer que ça a été un peu le camp du oui au référendum de 2005. Donc si certains votaient encore à droite par fidélité et par rapport à certains principes habituels de la droite, le rapport à l'impôt, le rapport au service public, le rapport à l'entreprise, l'élection de 2022 a montré qu'avec un LR à moins de 5%, eh bien, Macron a absorbé énormément de ses électeurs. Il y a ensuite évidemment le bloc d'extrême droite que vous connaissez avec Zemmour, Le Pen, qui vient aussi grignoter fortement le bloc de droite. Et par exemple, Marine Le Pen est en tête dans les classes moyennes rurales. Donc c'est un élément important à signaler. Et puis enfin, il y a notre bloc, le bloc populaire,
Il fédère les quartiers populaires. Voilà, les scores, par exemple, en Seine-Saint-Denis le montrent très clairement. Les classes moyennes des grandes villes, les néo-ruraux également. En fait, c'est un élément de la sociologie électorale qui a pu en étonner certains. Et le petit salariat du privé et du public. Nous sommes donc ce camp-là. Et je vais vous donner encore quelques chiffres, ce sera les derniers, pour vous expliquer un peu comment se situe le précariat dans le vote de l'Union populaire. Donc on a 33% parmi les salariés en CDD, donc en fait la précarité du statut dans le travail, 31% parmi ceux qui gagnent le moins de 900 euros par mois, donc par rapport au seuil de pauvreté, et 30% parmi les chômeurs. Donc, et également, je n'oublie pas les intérimaires qui représentent 27% de notre électorat. D'autres chiffres qui concernent là plutôt les répartitions spatiales. Nous sommes premier ou deuxième, l'Union populaire, dans toutes les métropoles, Paris, Lyon, Marseille, Nantes, Rennes, Lille, Toulouse, Montpellier, Grenoble et Strasbourg. Également, en termes de rapport de diplômés, nous sommes 26% de notre électorat parmi les diplômés. C'est un bond de 6 points par rapport à 2017. Il y a là une évolution très importante pour nous et qui peut-être donne les premiers signes d'un électorat crypto-interclassiste, on va dire. Et puis, dans la jeunesse, 32% de notre électorat à moins de 35 ans. Et par rapport au rapport au patrimoine immobilier, 30% sont les locataires. Donc, les propriétaires ne sont pas chez nous. Alors, pardon ? Alors, excusez-moi, j'ai un petit problème de feuille, d'ordre. Donc, du coup, excusez-moi. On parle de 3 blocs dans cette conférence, mais il y a en réalité un 4e bloc, et c'est celui certainement qui nous intéresse le plus et qui va nous intéresser dans les mois, dans les semaines même à venir. Jérôme en parlera quand il fera son point sur la situation politique. Donc c'est le bloc des abstentionnistes, c'est le plus conséquent. C'est donc notre stratégie à l'égard de ce 4e bloc abstentionniste qui va déterminer en fait l'avenir des 3 blocs dont il est question aujourd'hui et singulièrement l'avenir du nôtre. D'ailleurs, je vous invite à voir en fait, si vous le pouvez, la conférence qui a eu lieu ce matin avec Raphaël Knouch et Tristan Haute, qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle L'extinction du vote, sur une analyse assez fine de ce qu'est ce bloc abstentionniste. Donc d'où, dans notre stratégie de révolution par les urnes, nos capacités à mobiliser ce bloc est évidemment déterminante. Elle consiste à l'amener vers le vote. Il s'agit sociologiquement de gens qui, s'ils votent pour nous. Pendant la campagne présidentielle, on a martelé que plus les gens, les abstentionnistes allaient voter, plus notre score serait haut. Et c'est d'ailleurs ce qui a un peu, ce qui a motivé nos campagnes législatives. À chaque fois, on a une stratégie d'entonnoir, à savoir aller faire des porte-à-porte massifs dans les zones où l'abstention était la plus élevée pour terminer vers les zones où le vote était peut-être le plus certain. C'est évidemment une tâche immense et je pense que Statis, de ce point de vue-là, aura beaucoup d'éclairage à nous donner. Mais par ailleurs, il faut quand même se prémunir des préjugés concernant les abstentionnistes. Et Jean-Luc Mélenchon l'a fait vraiment de manière très forte pendant la campagne. Il ne s'agit pas de dire que ce ne sont pas des personnes engagées, ce ne sont pas des personnes concernées. Certains vont en manif, certains sont dans des collectifs de lutte. La question des Gilets jaunes a montré par ailleurs que parmi ceux-ci, il y avait beaucoup d'abstentionnistes, mais qu'ils s'étaient mobilisés. Donc c'est vraiment un enjeu pour nous. Donc maintenant, du coup, pour ouvrir un peu le sujet, comment se posent les perspectives et les dynamiques pour les 3 blocs à la suite des législatives. Donc, le bloc libéral, on peut dire qu'il est là face à une crise morale et politique parce que, pour plusieurs raisons, d'abord, Macron, c'est son dernier quinquennat, il ne va pas se représenter, et donc commence déjà la course pour sa succession. C'est intéressant de voir, ça va être intéressant de voir ce que vont dire d'ailleurs les ministres qui seront présents aux amphis. Il a une absence de majorité donc au Parlement. Régulièrement, dans nos prises de parole dans l'hémicycle, on rappelle tout le temps qu'il est minoritaire. Il n'a pas de majorité, il a refusé d'ailleurs de se soumettre au vote de confiance et ce n'est pas pour rien. Du côté du bloc d'extrême droite, ils sont dans une logique de respectabilité et il y a là un jeu de va-et-vient avec le bloc libéral
incarné par Macron. On le voit à l'Assemblée, il y a un certain nombre de majorités sur des votes qui sont réalisés grâce au concours de la droite et de l'extrême droite. Il y a aussi une tentative de respectabiliser l'extrême droite et du coup de nous diaboliser. Et cette diabolisation, elle va aller en s'accroissant, puisque l'objectif, c'est finalement de décliner l'objectif de présidentiel, qui consiste à avoir un duel à chaque fois entre ce bloc et le bloc d'extrême droite contre nous. D'ailleurs, je rappelle, en fait, je pense qu'ici, beaucoup de gens l'ont constaté, que lors des élections législatives, l'alliance objective a été quand même assez visible, puisqu'à aucun moment il n'était question d'appeler pour le coup à un barrage républicain, quand au lendemain du premier tour, nous étions finalement celles et ceux qui partageons des valeurs avec Macron. Donc voilà ce qu'on peut dire de ce point de vue-là. Quant à nous, l'analyse de la répartition de notre électorat doit nous inciter à avoir une stratégie qui va aller chercher, d'abord, comme j'ai dit tout à l'heure, les abstentionnistes, mais aussi à aller mobiliser les uns et les autres dans des zones où la politique a quelque peu disparu. On est beaucoup sollicités, nous, en tant qu'élus, sur la manière de nous mobiliser dans des zones où le FN, alors qu'il n'est même pas là physiquement en termes de militantisme, fait des scores. Donc en fait, il y a à chercher les lieux de mobilisation et d'énonciation de notre récit. Le Bloc populaire est fondé sur une alliance entre les classes. On a vu dans le vote, dans le score qu'on a fait, qu'il y avait un chemin pour obtenir un vote interclassiste. Alors nous, évidemment, et on martèle nos thèmes, on martèle notre programme, on martèle que lorsqu'on parle de la hausse du SMIC, c'est en fait c'est un point d'entrée pour élargir le propos et d'aller sur la hausse générale des salaires. En fait, on parle à ceux qui gagnent 1 300 € comme à ceux qui en gagnent 2 000. C'est soutenir à chaque fois que c'est possible les luttes là où elles existent. Alors évidemment, ça va être davantage possible à 75 députés qu'à 17, dans des zones qui sont désertées à la fois par les politiques, à la fois par les services publics. Et donc nous entrons dans une période où il n'y aura pas d'élection. C'est le moment dans lequel nous devons avoir une réflexion, et c'est le moment qu'on a choisi aussi à la rentrée pour faire plusieurs démonstrations de force, à savoir soutenir le mouvement syndical qui annonce déjà un certain nombre de journées de mobilisation. Et puis aussi, quand on parle de mettre en place la marche contre la vie chère, c'est aussi cette manière qu'on veut pour mobiliser ce bloc populaire. Parce que là, il y a un danger dans lequel on est, nous, en tout cas, je parle de notre expérience par rapport à l'Assemblée nationale, c'est qu'il y a un calendrier institutionnel qui impose un certain nombre de thèmes. Et tout notre enjeu à nous, c'est d'imposer nos thèmes sur la vie chère, de ne pas céder sur un certain nombre de nos projets et des aspirations populaires. Donc voilà, moi j'en ai fini sur mon panorama général. Jérôme, je te laisse la parole pour faire un petit point de situation politique. Merci Nadège. Donc, tu m'as présenté tout à l'heure, Jérôme Le Gavre. Tu l'as dit, je suis militant du POI, membre de la section française de la 4e internationale, trotskiste quoi pour aller vite, trotskiste, et député au sein du groupe LFI, député parmi les 12 députés LFI, enfin NUP, pardon, de Seine-Saint-Denis. Alors, moi, je n'avais pas l'intention de développer les éléments que tu as donnés et que le camarade complétera également tout à l'heure. J'avais l'intention de repartir d'un certain nombre d'aspects de la situation politique, parce que je pense que là on m'entend mieux, parce que je pense que pour répondre à la question qui est posée dans le cadre de cet atelier, de cette conférence, il nous faut partir également des grandes lignes de force de la situation politique du moment. Pour rentrer dans cet aspect de la question, je partirai d'une déclaration que le ministre du Budget, Gabriel Attal, a faite récemment. C'était juste à la fin de la session extraordinaire, donc venait d'être adopté par le Parlement le projet de loi pouvoir d'achat, qu'on devrait nommer en réalité projet de loi contre le pouvoir d'achat, et le projet de loi de finances rectificative.
Et Attal est interrogé par la presse qui lui demande « Mais enfin, monsieur le ministre, que pensez-vous de la situation ?» Parce que si on a bien compris, quand même, les débats sont très tendus à l'Assemblée nationale, c'est très conflictuel. Et cette situation a l'air quand même très compliquée pour vous, la majorité relative du gouvernement. Et Attal répond à sa manière, parce que c'est le genre du personnage, il répond à sa manière très provocatrice, grossière et cynique, mais en même temps, il y a un fond de vrai dans ce qu'il dit. Il dit « les extrêmes aboient, mais les réformes passent ». Alors on lui laisse ses considérations sur les extrêmes. En revanche, sur le fait que les réformes passent, à cette étape, c'est un fait, on est bien obligé de le reconnaître, les réformes passent. Et tout indique que sur un certain nombre de réformes qui sont à l'ordre du jour aujourd'hui, qui sont annoncées d'ores et déjà par Macron, par son gouvernement. Je pense en premier lieu, bien évidemment, à la loi sur l'assurance chômage qui va arriver, qui est à l'ordre du jour de la session parlementaire qui reprend au mois d'octobre. Tout indique qu'ils trouveront un accord avec LR, peut-être aussi et probablement avec le RN, pour faire passer leurs réformes destructrices. Ça, c'est un premier aspect de la situation. Et en même temps, et il ne faut surtout pas le minimiser, je pense qu'il faut quand même souligner le fait qu'il y a une crise énorme. L'édifice est singulièrement fragile et instable. Il est singulièrement fragile et instable parce que nous sommes dans une situation inédite sous la Ve République. Je pense qu'il ne faut jamais oublier que 6 semaines seulement après que Macron a été élu président de la République dans les conditions qu'on connaît et sur lesquelles tu es revenu, 6 semaines seulement après avoir été élu, il perd les élections législatives. Il perd les élections législatives et il perd la majorité absolue au Parlement. Je rappelle quand même que La République En Marche a perdu pas moins de 100 députés par rapport à la mandature et au quinquennat précédent, ce qui est quand même une gifle monumentale. Et je pense qu'il faut revenir sur les racines et le moteur de cette crise. Et donc revenir sur ce qui s'est passé dans les dernières élections, à l'élection présidentielle et aux élections législatives. Ces élections ont été marquées, et tout particulièrement les élections législatives, ont été marquées, c'est un fait qui n'a échappé à personne, mais qu'il faut rappeler, a été marqué par un raz-de-marée abstentionniste. La circonscription dans laquelle j'ai été élu, député, donc la 12e circonscription de Seine-Saint-Denis, Clichy-sous-Bois, Montfermeil, Livry-Gargan. Dans cette circonscription, au deuxième tour, le taux de l'abstention dépasse les 60%. À Clichy-sous-Bois, dans les quartiers populaires de Clichy-sous-Bois, qui avaient massivement voté pour Mélenchon au premier tour de la présidentielle, à Clichy-sous-Bois, l'abstention dépasse les 70% aux législatives. Donc, un raz-de-marée abstentionniste qui a un contenu politique très profond, c'est-à-dire un rejet de tout le système. Et je reviendrai régulièrement sur cet aspect-là parce que je pense que ça imprègne toute la situation politique dans laquelle nous sommes. Et puis, dans ces élections, et en particulier à l'élection présidentielle, il y a eu bien évidemment les 8 millions, les quasi 8 millions qui se sont portés sur Mélenchon et sur son programme de rupture. Parce qu'il a su incarner et qu'il a su capter l'aspiration à la rupture qui est très forte et qui, n'en doutons pas, va être de plus en plus forte dans ce pays et dans de larges couches de la population. Mais sous une certaine forme également, le vote Le Pen, le vote pour les candidats du Rassemblement national aux élections législatives a rassemblé un paquet d'électeurs qui se sont portés sur les candidats du Rassemblement national et sur Le Pen au premier tour, puis au deuxième tour de l'élection présidentielle, pour exprimer quelque chose qui, à mon avis, n'a pas grand-chose à voir avec le fascisme. Moi, je partage, par exemple, l'expression, je pense que parmi les électeurs de Le Pen, il y a un grand nombre parmi eux qui sont ces fâchés, pas fachos, dont Mélenchon parle à juste titre. Et donc, les élections que nous venons de connaître, l'élection présidentielle, puis les élections législatives, ont été marquées par un rejet, un refus
un rejet énorme qui est la marque, je pense, de toute la situation. Et ce qui s'est exprimé dans ces élections est la matérialisation sur le terrain électoral d'un mouvement de fond en réalité. Ça s'inscrit, tu en as parlé, ça s'inscrit dans la continuité de ce qui s'est exprimé avec les Gilets jaunes, mais de ce qui s'est exprimé également dans la puissante grève contre la réforme des retraites, qui, rappelons-le tout de même, et ce n'est pas un élément secondaire, bien au contraire, d'autant plus que cette bataille à nouveau va se reposer et à nouveau va être devant nous, cette puissante grève contre la réforme des retraites a contraint Macron sur ce qui était la réforme phare de son quinquennat à reculer. Je pense que le rejet, le refus, la colère sont vraiment les éléments qui marquent le plus la situation politique de ce pays. Et par ailleurs, et j'y reviendrai tout à l'heure, ce n'est pas propre à ce pays, même si ça prend en France des formes particulières. Et il y a une particularité sur laquelle je voudrais insister maintenant, propre à la situation française. C'est que dans ce contexte, marqué par ce rejet, par ce refus considérable, il y a l'acquis que représente l'existence de la NUP. Dans la continuité de ce qui s'est exprimé au premier tour de l'élection présidentielle, c'est-à-dire dans la continuité des 8 millions, et parce qu'il y a eu les 8 millions pour le vote Mélenchon, pour son programme de rupture au premier tour de la présidentielle. Il n'y aurait pas eu la NUP s'il n'y avait pas eu au premier tour de la présidentielle la puissance du vote Mélenchon et de ce que ce vote a exprimé. Et on en parlait tout à l'heure avant de commencer cette conférence, les députés de la NUP qui ont été élus, les 151 députés de la NUP qui ont été élus aux dernières élections législatives, l'ont été parce qu'ils se sont inscrits dans la continuité du vote Mélenchon. Dans tous les porte-à-porte que nous avons faits pour mener la campagne pour ces législatives, ce qui nous ouvrait les portes, c'était le slogan « Élysée Mélenchon, Premier ministre ». Et je pense fondamentalement que parce qu'il y a eu ces 8 millions, il y a eu la constitution de la NUP, qui n'est pas une alliance électorale de circonstances. Des alliances électorales de circonstances pour des places, pour des sièges, pour des listes, on en a connu. La NUP n'est pas cela. La NUP, dans la continuité du vote Mélenchon dont j'ai parlé, est reliée à la débâcle, à la présidentielle, d'Hidalgo, de Roussel, de Jadot, a débouché sur quoi ? A débouché sur un accord programmatique, a débouché sur un programme composé des 650 mesures du programme de la NUP, qui est un programme de rupture avec le système. Et j'en veux pour preuve un élément dont tu as parlé. Quand nous disons augmentation du SMIC à 1 500 €, quand nous disons revalorisation des retraites indexées sur l'inflation, quand nous disons blocage des prix, taxation des super profits des grands trusts, des grands monopoles privés, quand nous disons cela, c'est un acte de rupture avec le système. Et le système l'a très bien compris, parce que qu'est-ce qui s'est passé ? Vous en avez tous été témoins. Nous, on était, j'allais dire, aux premières loges, mais pendant toute la période, pendant tout le temps qu'a duré l'examen de la loi, du projet de loi sur le pouvoir d'achat et du projet de loi de finances rectificative, à chaque fois que nous avons martelé ces exigences dans l'hémicycle, nous avons eu contre nous un bloc, pas deux, pas trois, nous avons eu en face de nous un bloc, et ce bloc, c'était celui allant des macronistes au Rassemblement national pour dire l'augmentation du SMIC à 1 500 €, jamais. Le blocage des prix, jamais. Ils s'y sont opposés parce qu'ils sont le système, parce qu'ils sont des composantes du système et qu'ils savent que ces mesures sont des mesures de rupture avec le système et qu'ils ne veulent pas cette rupture. Alors que nous, en revanche, nous combattons et nous allons continuer, ce sera ma conclusion, à combattre avec acharnement pour cette rupture. En face de nous, qu'est-ce qu'on a ? En face de nous, on a le pouvoir, le régime de Macron. Et je pense qu'il faut revenir sur la nature de ce régime. Macron, parce qu'on le subit quand même depuis maintenant plus de 5 ans, Macron, dans le pays, dans la société, n'a pas
de base politique solide. Il n'a d'ailleurs même pas de base politique dans le pays. En revanche, il a une base sociale. Sa base sociale, c'est le lien direct qu'il a avec les sommets du capital financier. Macron, c'est BlackRock. Macron, c'est McKinsey. Macron, c'est Uber. Et ce lien direct avec les sommets du capital financier, avec leur programme et avec leur politique, il l'assume. En témoignent en particulier toutes ces déclarations, toutes plus provocatrices les unes que les autres. Et les 2 derniers jours, les déclarations qu'il a faites ces 2 derniers jours viennent une fois de plus de le confirmer. Et le programme, la politique des sommets du capital financier, aujourd'hui, il faut être net là-dessus. Ils exigent que tout soit liquidé, que toutes les conquêtes arrachées par la classe ouvrière, des conquêtes vieilles de plusieurs décennies, que toutes ces conquêtes soient purement et simplement détruites. Parce que ce système est à l'agonie. Ce système est marqué par le fait que des montagnes et des montagnes de capitaux ne trouvent pas aujourd'hui à se rentabiliser. Alors il leur faut engager une offensive destructrice. Il leur faut détruire les retraites. Il leur faut détruire la sécurité sociale. Il leur faut détruire l'assurance chômage. Il leur faut détruire les services publics. Et peu importe si les services d'urgence ferment, et peu importe, par exemple en Seine-Saint-Denis aujourd'hui, toutes les maternités en Seine-Saint-Denis cet été sont fermées. Peu importe si les malades ne sont pas soignés, peu importe si l'école est disloquée et si elle est bradée par pans entiers au privé. Peu importe si les forêts brûlent et qu'il n'y a pas suffisamment de canadaires et que les pompiers sont en sous-effectif et sous-équipés et qu'ils ne parviennent pas à lutter contre les incendies qui dévastent les forêts. Encore une fois, c'est leur programme. Ce système prospère sur la base, je reprends ici une formule de Mélenchon que je trouve très juste, ce système prospère sur la base des destructions en masse qu'il provoque et qu'il engendre. Et on pourrait inclure là-dedans d'ailleurs la course, l'escalade militaire, l'escalade à la guerre, bien évidemment ce qui se passe en Ukraine, parce qu'on sait les profits colossaux que les multinationales engrangent sur cette base, et la visite récente de Nancy Pelosi et des représentants du Congrès américain à Taïwan s'inscrivent d'ailleurs dans cette surenchère et cette escalade qui profite au grand trust de l'industrie d'armement. Ce système est fondé là-dessus et Macron en est le fondé de pouvoir. Et je crois qu'il faut être net sur une chose, c'est qu'au stade où nous en sommes rendus, l'existence même des conquêtes démocratiques les plus fondamentales est incompatible avec la politique qu'ils entendent mener. Rappelons-nous tout de même qu'à la faveur de l'épidémie de Covid, ce gouvernement, il n'est pas le seul, mais le gouvernement de Macron, le gouvernement français est allé particulièrement loin, a instauré un état d'urgence qui a duré 2 ans. Ce gouvernement a instauré des mesures d'exception. Il a multiplié les mesures liberticides. Il n'a pas eu besoin pour cela, d'ailleurs, du Rassemblement national. Il l'a fait de son propre chef. Il n'a cessé et il va continuer à le faire parce que c'est pour lui une nécessité, c'est sa pente naturelle. Il va exacerber les pires traits antidémocratiques, autoritaires, des institutions de la Ve République, de ces institutions bonapartistes qui, rappelons-le, il faut toujours le rappeler, sont issues d'un coup d'État. Et rappelons quand même que c'est ce gouvernement qui a fait passer la loi séparatisme, qui désigne les musulmans comme étant des cibles, comme étant des boucs émissaires. Et ce gouvernement, n'en doutons pas, son ministre de l'Intérieur, Darmanin, va continuer à appuyer systématiquement sur ce bouton parce que cette pente, qui est la pente naturelle du pouvoir de Macron et de son régime, l'amène naturellement à faire et à multiplier les appels du pied en direction de la pire réaction. Et donc en direction de ce qu'on appelle communément l'extrême droite, qui elle de son côté n'aspire qu'à une chose, se notabiliser, devenir un parti de notables au sein de ce système et avoir le plus de ronds de serviettes possible au banquet. Je pense que c'est un certain nombre d'aspects qui caractérisent la situation dans laquelle nous sommes. Mais maintenant, bien évidemment, on ne peut pas s'arrêter là. Maintenant, la question qui nous est posée, c'est que fait-on dans cette situation ? Je pense, franchement, que ça ne va surprendre personne si je dis
que des millions qui aujourd'hui sont pris à la gorge par le blocage des salaires, parce qu'ils les ont revalorisés de quelques pourcents, mais tout est bouffé de toute façon par l'inflation. Inflation dont on nous annonce déjà qu'elle va être de 9% au mois de septembre. Les prix de l'énergie vont flamber. On vient d'apprendre, j'ai appris hier, que les prix de l'énergie vont connaître une augmentation absolument colossale. Et le gouvernement, d'ailleurs, ne sait pas comment faire face à cette situation, parce que ce qui s'annonce va être particulièrement saignant, si je puis dire, et particulièrement terrible. Les prix des loyers vont flamber. Tous les prix vont flamber. Des millions qui déjà sont pris à la gorge vont voir leur situation matérielle se dégrader brutalement. Les millions de précaires, les millions de jeunes que Macron aujourd'hui même voue à la précarité, à la surexploitation, à l'ubérisation, en détruisant l'école, en détruisant les diplômes, le bac, etc., vont de plus en plus voir leur situation se dégrader. Et donc, cette situation ne peut, et la volonté affichée de Macron, qu'il en soit capable, après, c'est une autre question. Mais la volonté affichée de Macron de poursuivre cette politique destructrice ne peut que conduire à un choc avec la société. Seulement, le pouvoir n'a pas la capacité, d'une certaine manière, étant donné la crise qui est la sienne et qu'il déchire, d'affronter ce choc. Mais c'est vers cela que nous nous dirigeons. Et je crois qu'il faut en être certain. Quelles seront les options de Macron ? Il peut en avoir plusieurs. Il peut décider de dissoudre l'Assemblée au moment qu'il jugera pour lui le plus favorable. Peut-être que ça passera aussi par un autre bout. On a parlé des Gilets jaunes, on a parlé de la puissante grève contre la réforme des retraites. Non seulement ce n'est pas effacé, mais je suis convaincu que tout cela continue à cheminer et s'approfondit dans la population. D'ailleurs, il ne peut pas en être autrement. Et dans cette situation, j'ai dit tout à l'heure, nous avons réussi à constituer la NUP. Et le fait d'avoir pu constituer la NUP, d'avoir ce bloc, ce puissant bloc populaire, appuyé sur les 8 millions qui ont voté pour Mélenchon et pour son orientation de rupture au premier tour de la présidentielle, c'est un point d'appui extrêmement important. Mélenchon a utilisé, il y a quelque temps, une formule que j'ai trouvée excellente. Il était interviewé par Libération, et voici ce qu'il déclare, là j'ai besoin de mes notes. Il dit « Désormais, il en coûtera très cher de descendre du train. Cela vaut pour tout le monde, y compris pour nous, les insoumis. » Alors vous comprenez bien qu'il ne s'agit pas là d'une menace. Il s'agit ici d'un constat. Et je pense que ce constat est d'une très grande importance, parce que, fondamentalement, dans quelle situation sommes-nous ? Les directions traditionnelles du mouvement ouvrier, socialistes, communistes, se sont littéralement effondrées, pour prix d'ailleurs de la politique qu'ils ont menée au compte du système pendant pas mal de temps. Et c'est cet effondrement, et dans le même temps les 8 millions pour le vote Mélenchon, c'est le résultat d'une aspiration profonde à la rupture, mais c'est le résultat d'un long cheminement. Et je pense que tous ces processus qui conduisent à la rupture, cette aspiration à la rupture, ne peut que s'approfondir. Et je vais vous dire, ce n'est pas propre à la situation française. Rappelons-nous quand même qu'en 2019, il y a eu à l'échelle internationale de puissants mouvements populaires, on pourrait dire de puissants mouvements révolutionnaires à l'échelle internationale. Il y a eu ce qui s'est passé, il y a eu le soulèvement en Algérie, au Liban, au Chili, des soulèvements qui étaient marqués par la volonté de dégager le système, de dégager toutes les forces liées au système et liées à son maintien. Je pense que c'est vers cela que nous allons. Quelle forme cela prendra ? Quelle voie cela empruntera-t-il ? Nous n'en savons rien. Ce que nous savons, c'est qu'il nous faut nous y préparer. Et nous y préparer, nous y sommes, nous, déterminés. Nous allons donc continuer à l'Assemblée à mener la bataille de tranchées que nous avons menée contre ce pouvoir, contre sa politique, pendant toute la période, pendant les quelques semaines qui viennent de s'écouler. Et nous allons, dans nos circonscriptions, pas simplement les députés,
mais également les candidats qui se sont présentés aux législatives, tenir les assemblées citoyennes ou les assemblées populaires de circonscription pour rassembler largement la population, faire l'état des lieux des besoins, des revendications urgentes, discuter, définir ensemble les initiatives à prendre pour faire aboutir les besoins urgents. Oui, nous sommes du côté de la colère, de cette colère qui ne peut que s'approfondir, de cette colère qui est saine, qui est légitime et qui est créatrice, qui est fondamentalement positive. C'est ça notre tâche, c'est ce à quoi nous allons nous atteler. Et la première chose que nous allons faire en rentrant dans nos circonscriptions, en conformité avec cette orientation politique, c'est de nous atteler à la préparation de la grande marche nationale à Paris contre la vie chère, que nous voulons bien évidemment la plus large possible pour être des centaines de milliers à Paris, et ce qui sera un point d'appui pour mobiliser largement et fédérer ce puissant mouvement populaire qui est une perspective enthousiasmante par rapport à la situation qui est ouverte devant nous. Merci beaucoup. Je vais commencer par, pas exactement comme je l'avais prévu, mais pour rebondir sur ce que vient de dire le camarade en fait. Il a évoqué les soulèvements populaires que plusieurs pays dans le monde ont connus ces dernières années. Il en a mentionné d'ailleurs très précisément quelques-uns. Pensons par exemple aux soulèvements dans les pays d'Afrique du Nord, ce qu'on a appelé les printemps arabes. Ce qu'on a vu, c'est que ces soulèvements qui se sont faits sous le mot d'ordre de dégager effectivement le système, d'abattre les pouvoirs en place, ont pu dans certains cas abattre effectivement le pouvoir en place. En Tunisie et en Égypte notamment. Mais plus ou moins rapidement en Égypte, plus tardivement en Tunisie, on a vu la contre-révolution, la réaction l'emporter. Et à mon avis, c'est ça le défi auquel sont confrontées les forces populaires à l'échelle internationale et en France en particulier, qui est celui de conjuguer, d'articuler la légitime, la saine colère populaire, qui peut même aller jusqu'au soulèvement, avec une alternative politique. Et quand cette alternative politique vient à manquer, eh bien la nature ayant horreur du vide, c'est la réaction qui l'emporte. Alors il y a des signes positifs. Je pense notamment à la situation dans certains pays d'Amérique latine. Le soulèvement populaire au Chili a permis ce qui paraissait impensable il y a quelques années, l'élection d'un président qui ne vient pas du centre-gauche traditionnel, mais d'un espace politique plus à gauche, justement, que le centre-gauche, qui a d'ailleurs gouverné et géré les affaires du Chili sans imposer la moindre rupture avec le pinochétisme. C'est la très importante victoire de Gabriel Boric. Tout n'est pas résolu, loin de là. Un référendum aura lieu sur une nouvelle constitution, mais une avancée a été possible. Et une avancée n'est possible que s'il y a cette rencontre entre la mobilisation, l'énergie populaire et l'alternative politique qui présuppose de son côté tout un travail, évidemment, qui est long, qui est dans la durée, qui n'est pas simplement un travail électoral, qui n'est pas simplement une opération commando qui se mène sur les élections, qui est un travail de construction, on le voit, on la vit. On l'a vu et on le vit, justement. Et c'est dans cette perspective, justement, qu'il faut s'inscrire pour que la période dans laquelle nous vivons connaisse une issue qui soit une issue vers l'émancipation et non pas une issue vers la réaction. Alors, à ce but, il faut effectivement réfléchir à ce qui est le thème de cette conférence, qui est la constitution des blocs sociaux. Avant de faire quelques remarques sur chacun des trois blocs et m'appesantir en particulier sur le nôtre, le bloc populaire et tout particulièrement le bloc de la gauche de rupture, pour en souligner les limites et les faiblesses et donc suggérer peut-être quelques pistes qui permettront de les surmonter. Je voudrais faire deux remarques liminaires. La première, c'est que l'un des intérêts de parler en termes de blocs, c'est de voir comment s'articulent, si vous voulez, les forces sociales et leurs expressions politiques. Donc Nadège l'a déjà dit, il faut parler en termes d'alliance de classe, ou si vous voulez, il faut parler à l'intérieur de chaque bloc d'un certain degré d'interclassisme. Tous les blocs sont interclassistes, mais ils ne le sont pas de façon égale. Certaines classes ou fractions de classes sont surreprésentées et d'autres sont inversement sous-représentées. Et il faut distinguer plusieurs niveaux d'analyse.
on a l'habitude de s'appesantir sur la composition des électorats. Et c'est tout à fait juste, hein, évidemment. Si vous voulez, c'est ça le challenge principal, d'ailleurs, d'une force politique. Arriver à articuler des intérêts sociaux au service de laquelle elle se met, avec une alliance sociale qui est plus large que celle de ces intérêts sociaux, ceci étant particulièrement valable pour les partis qui servent les intérêts dominants, c'est-à-dire les intérêts par définition d'une minorité. Donc, prenons le cas du macronisme. Comme Jérôme l'a dit de façon très pertinente, ce qu'on voit avec Macron, c'est que la formule de Marx selon laquelle l'État est le comité de gestion des affaires de la bourgeoisie se réalise à l'état pur. C'est une formule qu'on a souvent considérée comme très schématique, qui ne prend pas en compte l'autonomie relative de l'État, etc. Bien, là, on a justement un fondé du pouvoir du capital qui le proclame. Mais c'est le mais qui doit retenir notre attention. L'électorat de Macron est plus diversifié que ça. Certes, à l'intérieur de cet électorat, la France qui gagne, la France qui va bien, est surreprésentée. Mais ça va au-delà. Les enquêtes de sociologie électorale nous montrent que, par exemple, parmi ceux qui votent, bien sûr, 25% du salarié intermédiaire vote pour Macron. Même dans les catégories les plus populaires, ces scores sont certes beaucoup plus limités que dans les catégories supérieures, dans la catégorie cadre et profession intellectuelle supérieure. Ils ne sont pas pour autant négligeables, entre 17 et 18% dans les catégories ouvriers employés. C'est pas beaucoup, mais par exemple, c'est très supérieur à ce que la droite traditionnelle, dans sa phase de déclin, était capable de réaliser dans ces catégories. Donc, c'est ça qui doit nous poser, si vous voulez, question. C'est l'incapacité des blocs dominants à convaincre des fractions de classe, y compris dans les classes populaires ou dans des fractions des classes moyennes, à les entraîner à une politique qui, à l'évidence, sert les intérêts des possédants. C'est ça donc le problème auquel on est confronté. Problème encore plus redoutable, évidemment, je vais y revenir, dans le cas de l'extrême droite, dont l'ancrage très fort, qui se confirme de scrutin en scrutin dans le cœur des classes populaires, les catégories ouvriers employés, constitue pour nous, je pense, le principal défi de la période à venir. La deuxième chose donc qu'il faut examiner à l'intérieur de ces blocs, ce n'est pas simplement les électorats, c'est la composition, si vous voulez, des partis, des forces politiques. Et là, le décalage dans ce qu'on appelle le bloc bourgeois est tout à fait évident. L'électorat a un degré certain d'interclassisme, mais le macronisme en tant qu'appareil politique, à l'évidence, est quasiment monocolore. Il ne regroupe que des élus, des cadres, des gens, des classes clairement supérieures, étroitement liées d'ailleurs avec le capital à un niveau qu'on n'avait jamais vu dans les partis de la droite traditionnelle. Donc il y a moins d'intermédiation, si vous voulez, du politique par rapport aux intérêts des classes dominantes. Et ça, évidemment, ça pose une limite à ce que le bloc macronien peut faire. Et en dernière analyse, si vous voulez, ça explique aussi son caractère minoritaire, qui découle évidemment du type de politique qu'il sert. Mais le décalage entre l'appareil politique et les électorales ne concerne pas simplement les partis bourgeois. Je vais être un peu provocateur. Nadège a rappelé brièvement certains aspects. Il y a eu d'autres ateliers qui portaient sur la sociologie électorale, y compris de la France insoumise et de la NUP, donc de notre bloc. Je ne pense pas que la sociologie des gens qui assistent à ces amphis corresponde à ça. Et les données qu'on a, par exemple, sur le bloc des élus de la France insoumise, ne prenez surtout pas ça mal, camarades, mais montrent que certaines catégories sont surreprésentées. On n'a pas de statistiques sur les militants, par exemple, de la France insoumise, parce que c'est une réalité qui est difficile à palper, mais on peut penser que certaines catégories qui correspondent d'ailleurs à des zones de force dans l'électorat sont clairement surreprésentées. Parmi nous qui assistons ici à ce très important et passionnant événement, mais aussi dans le cœur, en quelque sorte, militant, et notamment celui des élus qui nous représentent. Ce sont les catégories intellectuelles, les professions intellectuelles supérieures, et y compris, ça se décline, certaines catégories de la fonction publique, les catégories de la jeunesse, certes, mais plutôt de la jeunesse étudiante, etc. Donc, il faut bien voir aussi les décalages qui existent à ce niveau-là de notre côté, et ça ne va pas sans poser quelques problèmes sur lesquels je vais également revenir dans un instant.
très rapidement sur le bloc macronien et l'extrême droite à l'issue de cette séquence électorale. Sur le macronisme, soir du premier tour de la présidentielle, le macronisme semble consolidé. Son pourcentage est en hausse par rapport à 2017. Il gagne 3 points et quelques, je crois. Il est qualifié, bien sûr, pour le second tour. Et au second tour, il affronte l'extrême droite. On peut penser que les objectifs sont remplis. En réalité, quand on regarde de près, on voit que le macronisme est déjà en train de s'effriter. C'est un peu une victoire à la Pyrrhus, si vous voulez. Premièrement, il s'effrite au niveau de son socle électoral. Pourquoi ? Ce qui faisait la spécificité du macronisme de 2017, ce en même temps, c'est-à-dire le fait qu'il a réussi à capter, ne l'oublions pas, en 2017, il capte la moitié de l'électorat Hollande. La moitié de l'électorat Hollande de 2012 va vers Macron, plus que vers le total Hamon-Mélenchon. Une partie de cet électorat part, ça s'exprime et va vers la gauche. Ça s'exprime par le fait que dans toutes les catégories du salariat, Macron s'effrite, y compris dans sa catégorie phare, cadre et profession intellectuelle supérieure. C'est même là où il recule le plus. Par contre, il fait plus que compenser ses pertes en siphonnant l'électorat de la droite classique. Quelle catégorie ? Essentiellement les catégories retraités et les indépendants. Ça donne, si vous voulez, un profil de sociologie d'électorat beaucoup plus âgé, beaucoup plus banal en quelque sorte, qui ressemble davantage à celui d'une formation de droite sur sa phase déclinante. Peu dynamique, relativement peu ancré dans des parties tout à fait cruciales pour remporter un scrutin électoral. Je ne développe pas plus, on pourra y revenir. Deuxième raison de son effritement. En réalité, la tripartition du champ politique qu'on a déjà évoqué, 3 blocs à peu près égaux, est en elle-même déjà un échec pour Macron. Car tout le calcul politique du macronisme repose sur une structuration très précise du champ politique. Macron, sachant qu'il est minoritaire, ne peut espérer que remporter l'élection reine, c'est-à-dire la présidentielle, que s'il a l'extrême droite en face. Tout repose là-dessus. Or, la tripartition du champ politique fragilise cette hypothèse. Elle ne l'annule pas. Mélenchon était près de se qualifier au second tour, mais n'y est pas arrivé. Il faudra d'ailleurs voir très précisément les raisons. Mais déjà, le fait qu'en face de lui, Macron a une force qui se consolide et qui est sur une courbe ascendante, une force de gauche de rupture, ce qu'il considérait comme étant une hypothèque qui était levée, car l'hypothèse du macronisme est qu'il lui faut des forces subalternes sur sa droite et sur sa gauche. Lui, c'est le camp de la raison. C'est une sorte d'axe central, si vous voulez, de la vie politique. Il a besoin de forces subalternes sur sa droite et sur sa gauche, où il peut puiser pour remporter un second tour face à l'extrême droite. C'est ça, tout le calcul repose sur ça. Or là, il a en face de lui une gauche qui certes n'est pas parvenue à se qualifier, mais qui reprend des couleurs à l'intérieur de laquelle c'est le pôle radical, le pôle de rupture qui se renforce, et ça met en échec en profondeur, dans la durée, peut-être pas dans l'immédiat, mais dans la durée, la stratégie macronienne et fragilise l'édifice. D'où le fait que l'échec des législatives était déjà inscrit en réalité dans le premier tour des présidentielles quand on regardait de près les résultats. Quelques mots sur l'extrême droite maintenant. L'extrême droite est certainement sur une phase ascendante. Les chiffres qui ont été mentionnés par Nadège, les totales extrême droite, montrent un progrès incontestable par rapport à 2017, au total Marine Le Pen, Dupont-Aignan. Il faut voir aussi la recomposition qui s'est faite de facto à l'intérieur de ce bloc. Marine Le Pen a réussi, face à Zemmour, toute proportion gardée, à faire ce que son père avait réussi face à Maigret. Maigret, souvenez-vous, pour ceux qui sont assez âgés pour l'avoir vécu, avait entraîné avec lui une bonne partie des cadres et des élus du Front National. Mais il avait totalement échoué sur le plan électoral, car les couches populaires qui votaient Front National étaient massivement restées fidèles à Le Pen. C'est exactement la même chose qui s'est produit avec Zemmour. Zemmour a attiré des voix, il a fait, je crois, près de 20% à Neuilly, près de 20% dans le 16e, des scores très faibles dans les zones d'implantation populaire, en particulier du nord et de l'est de la France du Front National.
il a fait des bons scores dans le sud, celui des retraités aisés et des couches petites, moyennes et grandes bourgeoises qui votent pour l'extrême droite ou pour une droite tellement radicalisée qu'elle ne se distingue plus de l'extrême droite dans ces régions-là. Donc, Marine Le Pen, qui n'est pas bête d'un point de vue politique, a compris où se jouait, dans quelle catégorie sociale se jouait la bataille à l'intérieur de son propre camp. Premier résultat. Mais elle bénéficie aussi du fait que là, elle dispose d'une réserve de voix, même si elle n'est pas très grande, elle est cruciale, et on l'a vu pendant les législatives. Le succès du RN aux législatives, en réalité, s'inscrit dans la montée du total des voix d'extrême droite du premier tour de la présidentielle. L'échec de Zemmour montre qu'il n'arrive pas à mordre significativement sur un électorat. Pour moi, c'est plus ce que j'appellerais un électorat filloniste hystérisé que proprement un électorat lepéniste. Bon. Alors, quels sont les problèmes, quels sont les obstacles auxquels est confronté dans sa stratégie de conquête du pouvoir, non pas l'extrême droite en général, mais le Rassemblement national en particulier? Eh bien, c'est le fait qu'il n'arrive pas à percer dans des catégories cruciales de la population sans lesquelles il ne peut pas susciter de dynamique véritablement majoritaire et élargir l'assise qui est celle de l'extrême droite à l'heure actuelle. Catégorie supérieure du salariat, catégorie diplômée, catégorie où la droite traditionnelle et éventuellement le macronisme sont encore bien ancrés. D'où la stratégie de notabilisation qui vise justement à le rendre respectable en tant que force susceptible de gouverner. Et en cela, il peut compter sur la pleine complicité du macronisme. Il ne faut pas le dire simplement sur un mode polémique dans le genre « la politique de Macron sert objectivement l'extrême droite », c'est tout à fait exact. Au-delà du contenu de cette politique qui sert le système, le néolibéralisme, tout ce que vous voulez, il y a une réalité, c'est que Macron et Le Pen veulent la même structuration du conflit politique. Ce qu'ils veulent, c'est des face-à-face et un conflit politique structuré par leur face-à-face. L'un et l'autre ont intérêt à ça et vont tout faire pour maintenir justement ce face-à-face. C'est le fil rouge qui va les guider au cours de la période qui s'ouvre. Bon, il me reste peu de temps pour aborder ce que je voulais dire concernant notre propre camp. Mais, en bref, les zones de force de la gauche et en particulier au sein de celle-ci, de son pôle désormais largement dominant de la gauche de rupture, sont connues. Elles ont été évoquées notamment par Nadège dans son ouverture. Ce qu'il faut nous interroger, c'est sur les faiblesses. Et les faiblesses sont les suivantes. On peut les résumer à mon avis sous cette formulation. Les classes populaires en France, le cœur des classes populaires, est profondément fragmenté, selon de multiples lignes de fracture. Il y a l'élément de la racisation qui entre en ligne de compte. Il y a l'élément de la fragmentation du salariat selon la restructuration de l'appareil productif qui s'exprime notamment dans l'espace, dans le territoire, dans une très profonde polarisation qui existe à l'intérieur des territoires. Il y a les politiques néolibérales de précarisation, mais aussi de favoriser l'accès à la propriété, mais aussi d'utiliser le capital en termes de diplôme pour fragmenter le salariat. Donc toutes ces stratégies de fragmentation du salariat qui sont mises en œuvre par le mouvement même des rapports capitalistes, qui sont amplifiées bien sûr par les politiques que mènent les autorités, les pouvoirs publics et les forces politiques dominantes, et tout ça est à l'œuvre depuis très longtemps, combiné au travail politique, idéologique, culturel que mène l'extrême droite depuis de longues décennies, tout cela aboutit au fait qu'une fraction extrêmement importante des classes populaires est désormais solidement ancrée dans un vote d'extrême droite. Une autre fraction vote à gauche, et à l'intérieur de ce vote à gauche, c'est très largement le vote de rupture pour la France insoumise qui l'emporte. Donc on peut parler, comme l'ont fait d'ailleurs des camarades sociologues qui sont intervenus sur le sujet ce matin, d'une polarisation tendancielle du vote des classes populaires, entre d'un côté une gauche dominée par une gauche de rupture et de l'autre côté l'extrême droite, une force pseudo-antisystémique. Mais les deux blocs ne sont pas de force égale. Le bloc d'extrême droite dans les catégories populaires fait plus de
40%. Le bloc de la gauche, tout confondu, un tiers, c'est-à-dire à peu près la moyenne nationale. La grande majorité est un vote Mélenchon, un vote France Insoumise. Là-dessus, un peu supérieur à la moyenne nationale de ce vote, mais pas tant que ça. Si vous regardez la dynamique un peu spatiale de ce vote, vous verrez que des choses très intéressantes apparaissent. Par rapport à 2017, Mélenchon progresse dans toutes les grandes villes. En réalité, dans toutes les villes de plus de 30 000 habitants, Mélenchon est en tête. Dans toutes les villes de moins de 20 000 habitants, Mélenchon est en 3e position. Il est 3e parmi le trio en tête. Plus une ville est grande, au-dessus des 30 000, plus la progression est forte. Dans les métropoles, c'est plus 8%. Dans les villes, entre 30 et 50 000 habitants, c'est entre 1 et 2%. À l'inverse, il stagne dans les villes de 10 000 habitants, il recule dans les villes par rapport de moins de 10 000 habitants par rapport à 2017. Or, du fait de la restructuration de l'appareil productif, du tissu industriel, etc. en France, une bonne partie des catégories populaires, ouvrières, employées, vivent précisément dans les petites communes. Donc, quand on parle du spatial, il ne faut pas que ce soit un cache-sexe pour diminuer le contenu. Et il faut sortir des stéréotypes selon lesquels le périurbain, soi-disant, voterait massivement en bloc pour l'extrême droite, alors que les grandes métropoles voteraient massivement pour la gauche, etc. Tout ça est en grande partie biaisé et faux. Ce qui est vrai, néanmoins, c'est qu'on le voit, il y a une grande difficulté pour la gauche, et la gauche de rupture en particulier, à avoir accès à cet électorat. Et là, à mon avis, et je vais conclure là-dessus, il y a plusieurs aspects à ça. Moi, ce sur quoi je voudrais mettre l'accent ici au cours de ce débat, c'est sur la question de l'outil politique. L'outil politique sur lequel s'est massivement appuyée la France Insoumise, pôle épine dorsale de la gauche de rupture, c'est une stratégie basée sur le numérique, une stratégie basée sur le charisme de son candidat leader, une stratégie qui est basée sur la qualité et le sérieux de son programme, sur l'efficacité de sa présence dans les médias et dans les réseaux sociaux. Et ça a permis de remporter des acquis et de pénétrer et de gagner des segments tout à fait essentiels de l'électorat. Mais il y a des limites à ça, précisément dans les couches pour lesquelles, par exemple, les réseaux sociaux n'ont pas cette importance-là, en tout cas pas d'un point de vue politique. Des couches pour lesquelles la télévision et les médias traditionnels, qui nous sont massivement hostiles, on le sait, jouent un rôle important. Des couches pour lesquelles la sociabilité immédiate au niveau local joue un rôle extrêmement important, notamment dans ces petites et moyennes villes dans lesquelles les notables locaux, la petite bourgeoisie traditionnelle continuent de jouer un rôle extrêmement important dans la vie locale, influence, imprègne. Bon, pour faire face à tout ça, on le voit bien, le numérique, et si vous voulez, tout le fonctionnement qui va avec, ce qu'on a regroupé autour du mot de gazeux, ne suffit pas. Il faut aller au-delà. Rien ne peut remplacer une présence militante sur le terrain. Alors vous allez me dire, mais on a cette présence militante, bien sûr. On l'a lors des séquences électorales. Et encore pas partout et pas dans toutes les séquences électorales. Je rappelle ici que l'électorat de la France Insoumise est de tous les électorats qui existent le plus volatile. La France Insoumise est la formation politique qui a connu la plus importante amplitude entre les scrutins d'une force de gauche depuis en tout cas que j'arrive à me souvenir d'élections. Et je ne suis pas tout jeune. Hein. Bon. Donc il y a une intermittence, il y a une fragilité qui peuvent avoir des aspects positifs. Hein. Ça peut rendre possible une souplesse, une diversité des investissements, mais ça ne permet pas de construire des liens plus durables et de mobiliser des segments de la population qui sont précisément les plus cruciaux pour nous. Ils ne sont pas les plus cruciaux pour nous simplement pour une question d'arithmétique électorale, simplement parce qu'on veut être majoritaire aux élections. Bien sûr qu'on veut être majoritaire aux élections, mais parce que le contenu de notre projet politique, c'est l'émancipation populaire. Et l'émancipation populaire ne peut pas se faire sans, précisément,
le peuple sont le cœur des catégories populaires, sont le cœur des catégories les plus exploitées, les plus dominées, qui sont aussi celles qui sont les plus en colère, qui sont aussi celles qui sont les plus exclues du jeu politique, qui sont aussi celles dont une part importante se trompe de cible et adversaire et déverse sa colère contre les musulmans, contre les migrants, contre les étrangers ou présumés tels, au lieu de la diriger contre les patrons, contre les capitalistes et contre les banquiers. Donc je crois que c'est un travail de construction, un travail de pratique, un travail d'organisation qui certes ne se limite pas simplement au niveau partidaire et politique, il concerne aussi la gauche syndicale, il concerne aussi la gauche associative. C'est l'affaiblissement de l'organisation populaire, c'est l'affaiblissement du mouvement ouvrier, du mouvement syndical qui a ouvert un boulevard à l'influence de l'extrême droite. C'est donc tout un travail de reconstruction qui est à mener et dans lequel il est urgent d'avancer, il est urgent de se doter de ressources et de moyens nouveaux pour faire face aux défis à la fois terribles et magnifiques qui sont les nôtres au cours de la période qui s'ouvre. Merci. Merci Statis, merci Jérôme. Alors normalement, il y a un micro qui va circuler pour celles et ceux qui veulent réagir et ou interroger. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Donc pour parler un peu du futur des trois blocs, j'ai une question un peu sur est-ce que vous trois, qu'est-ce que vous pensez d'une recomposition de la droite, d'une droite plus unie qui va d'une droite très libérale à une droite nationaliste extrême, une droite qui est super fragmentée depuis que Sarkozy a disparu du paysage politique. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez? Est-ce que ça pourrait être l'adversaire principal de notre camp en fait, dans les prochaines années? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre peut-être 2-3 questions. Et alors, ceux qui veulent parler, enfin, je suis désolée, mais des fois, laissez la main un peu pour qu'on puisse vous voir. Et si on pouvait alterner un homme, une femme dans les prises de parole, ce serait bien aussi. Ah non, mais... Ah, mais il y a plein de jeunes, plein de vieux. Oui, bonjour, merci pour le travail que vous faites tous les trois. On entend parler de bruit de bottes ces temps-ci, notamment après la dernière intervention de Macron. Alors, très intéressant votre présentation de notre présence FI dans les populations. Et notamment, oui, vous n'avez pas insisté dans notre, peut-être parce qu'elle est minoritaire, mais enfin elle existe quand même, dans les mouvements sociaux qui ont été existants, tels les Gilets jaunes, les antipasses, je dis bien antipasses et pas antivax, bien sûr. Bon, je pense qu'on a été présent, mais on n'a pas été assez présent, parce que au niveau, dans de nombreuses... autant à l'Assemblée nationale, les choses étaient très claires, pas sanitaires, pas autoritaires, autant localement parlant, les choses n'étaient pas aussi évidentes pour les militants de base, dans la mesure où ils avaient l'impression de ne pas se démarquer de l'extrême droite quand ils intégraient ces mouvements sociaux, contrairement à moi. Bon. Alors, dans la période actuelle, est-ce qu'il ne serait pas intéressant, et quelle va être à la rentrée, la position de la NUPES et de la FI, parallèlement à ce que je viens de dire, hein, par rapport à la guerre en Ukraine, par rapport aux envois d'armes à l'Ukraine, parce que moi j'ai beaucoup regardé de vidéos sur cet été, hein, notamment qui sont faites par une partie de l'extrême droite, sur cette question-là, et qui sont malheureusement assez pertinentes quand elles se positionnent, comme nous d'ailleurs, pour la sortie de l'OTAN, par exemple. Donc voilà, quelle sera la position de la NUPES et évidemment de la LFI en premier par rapport à ces questions-là et dans le débat qui nous mène là actuellement. Je vais essayer d'être rapide. Oui. Merci déjà pour ce débat, en fait. C'était très intéressant. Je voulais savoir, vous disiez en fait, la gauche a gagné en Amérique du Sud. Et malheureusement, souvent, c'est la réaction qui vient après. Comment faire? Vous parliez tout à l'heure, vous disiez, il y a un moment, le macronisme va s'effondrer, quand le néolibéralisme aura tout ravagé, il va y avoir un choc.
Comment faire justement que la réaction ne vienne pas au pouvoir en France et que le bloc populaire prenne le pouvoir, justement, puisque historiquement, on voit bien que la réaction en Amérique du Sud, quand les forces populaires prennent le pouvoir, c'est la réaction derrière, le monsieur le disait bien. Et puis pour vous, monsieur, je voulais, en tant qu'intellectuel, je vous ai lu dans Contretemps, et merci de cet article au-delà du propos que vous avez tenu, je voulais savoir, ça fait 20 ans. 20 ans que le discours des droits s'est normalisé. Si aujourd'hui ils en récoltent les marrons du feu aujourd'hui, vous savez, même dans les bourgades rurales, ils n'ont pas besoin de se présenter l'extrême droite. Vous mettez un chien avec l'étiquette Marine Le Pen, il est élu. C'est ça la réalité aujourd'hui. On fait un travail, et puis avec la France Insoumise, on fait un travail énorme. On essaie d'aller dans ces bourgades, on essaie d'aller dans les milieux ruraux. Mais c'est difficile quand vous avez CNews toute la journée en face et que vous avez des chaînes d'extrême droite qui ont mis sur rue. C'est ça la différence. C'est qu'il faut gagner ce combat, l'hégémonie culturelle. Et moi, j'aimerais qu'en tant qu'intellectuel, comment gagner, et en parlant de Gramsci, sans paraphraser Gramsci, comment gagner le combat culturel? Ça fait 20 ans que le discours d'extrême droite s'est installé. Il s'est normalisé depuis Sarkozy jusqu'à aujourd'hui. Et nous, on arrive à toucher les jeunes. On voit que quand on travaille sur les réseaux sociaux, vous le disiez, on progresse et on est l'un des, peut-être, Mélenchon est celui qui a fait le meilleur score parmi les jeunes. Mais parmi les vieux, les retraités, et la société française est une société qui devient de plus en plus, où les catégories seniors sont de plus en plus nombreux. Donc si on ne travaille pas sur ces catégories-là, et vous avez raison de ce point de vue-là, si on ne travaille pas sur ces catégories-là, le vote d'extrême droite et le vote libéral, et peut-être même les deux votes réunis, parce qu'on va peut-être vers un bipartisme à l'américaine avec les libéraux qui rejoignent le camp de la réaction finalement, puisqu'ils ont la même politique autoritaire, hein, comment gagner l'hégémonie culturelle? Et voilà. On va reprendre une autre question parce qu'en fait, comme il reste 20 minutes, on va essayer de prendre plusieurs questions et de ramasser un peu chacun à la fin. Bonjour, je voudrais vous poser une question sur le fait que ces 3 pôles dont vous venez de parler vont avoir un énorme financement public du fait de tout ce qui va leur venir. Par exemple, La République En Marche, pendant 5 ans, a reçu 24 millions d'euros par an. Et on ne sait pas trop ce qu'elle en a fait, mais enfin, est-ce que nous, le pôle de gauche, on est censé faire ruisseler cet argent vers le terrain? Donc nous, on a évidemment la possibilité de créer des maisons des insoumis, par exemple, je ne sais pas, hein, j'imagine. Est-ce que cet argent doit ruisseler pour que nous puissions faire de l'éducation de militants ou même aider justement à cette acculturation dont on vient de parler? On va prendre une dernière et après, je laisserai la parole. Je voudrais revenir sur l'utilisation du qualificatif le camp de la colère. Ça me paraît un petit peu dangereux. C'est vrai que le camp de la colère peut regrouper, on peut le qualifier comme ça, notre camp. Mais c'est aussi... Lève-toi parce que en fait, c'est mieux. Ah, pardon. Même pour le son, c'est mieux. C'est aussi celui du RN. La différence entre le bloc de gauche, le nôtre, et puis celui du RN, c'est que nous avons un programme social, cohérent et construit. Le bloc de la colère, qui a par exemple donné le mouvement des Gilets jaunes, n'avait aucun programme. Il n'avait qu'une réaction de révolte. Et c'est pour ça qu'il a largement échoué. Mais ça me paraît dangereux d'utiliser le seul vocable colère pour englober finalement tous ceux qui sont contre l'état des choses actuelles. Voilà. La deuxième chose, c'est ce matin j'ai pris un coup au cœur parce que je suis allé discuter avec des syndicalistes responsables qui ont stand sur rue en ce moment aux amphis. Et vraiment, je ne sais pas si j'ai mal compris ou pas, mais j'ai senti... oui, ils étaient là volontiers, parce qu'ils avaient reçu une invitation d'ailleurs. Mais enfin, on m'a envoyé dans les dents le fait qu'on marchait sur les plates-bandes, sur leurs plates-bandes. Et on m'a donné l'exemple des futurs... Alors, excusez-moi, je n'ai pas le terme en tête de la marche prochaine, enfin les 2 manifestations de septembre.
La marche contre la c'est vie ça. chère pour C'est ça. la France Et on m'a Insoumise et les dit, autres. non, mais il y en a marre, ça c'est à nous à le faire. Et là c'est une catastrophe, à mon avis. Hein. Alors, j'ai quand même une question, c'est... Ouais, faut faire court parce qu'il y a d'autres. Vas-y, rapide. Non, mais si j'ai rien dit d'intéressant, ça va? Oui, d'accord. Il faut ramasser parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir. Oui, j'ai dit que j'avais une question, je la pose. C'est est-ce que... Merci. Est-ce que il y a des tractations, oui, je suppose, entre la NUPES et puis le mouvement syndical pour que ces choses-là s'arrêtent, quoi? Alors on va faire une première série de réponses et puis après on va reprendre des questions et des interventions. Mais s'il vous plaît, en fait, comme il ne reste pas beaucoup de temps, il faudrait ramasser les propos. Status ou Jérôme, vous voulez commencer ou... Je ne vais pas répondre à tout pour des questions de temps. La recomposition de la droite, à mon avis, je ne pense pas qu'il y ait un espace politique pour la droite distinct de celui du macronisme d'un côté et de l'extrême droite de l'autre. La recomposition de la droite va se ventiler quelque part entre ces deux pôles et on voit que ce qui reste de la droite traditionnelle est irrésistiblement attiré par le macronisme. On va le voir, je pense, au cours de cette session parlementaire. Et d'un autre côté, évidemment, une partie de la droite, à un niveau sans doute plus bas, va vers l'extrême droite. Alors, la question des mouvements sociaux est une question tout à fait cruciale. Hein. La question du mode de fonctionnement et de structuration de la France insoumise est largement liée à cette question. Le piège, à mon avis, à éviter ici est double. D'un côté, il faut éviter évidemment un rapport instrumental par rapport aux mouvements sociaux. Hein. Ça me paraît évident. Hein. On n'est pas là pour, en quelque sorte, simplement essayer de grappiller des voix, dire écoutez, votez pour nous, on est votre expression naturelle, etc. Ça ne convainc pas. Il faut montrer que le propre d'une force politique est d'assumer évidemment les mobilisations sociales, les aider, porter les revendications, mais aussi proposer surtout une forme de synthèse, si vous voulez, politique de ces revendications, ce que chacune des mobilisations séparément ne peut pas faire. Hein. C'est la vision d'ensemble, en quelque sorte, qui donne ce qu'on appelle, en règle générale, un débouché politique ou une traduction politique, justement, d'ensemble. Hein. C'est la vision d'ensemble, justement, qui est la force. Et là, je crois que la France insoumise, avec son programme L'Avenir en commun, est très, très bien placée, mais à condition de ne pas considérer que c'est quelque chose d'évident et de déjà donné. C'est le produit d'un travail à faire. Pour faire ce travail, il faut être présent, justement, dans ces mouvements. Respecter leur autonomie tout en étant présent. Ce n'est pas toujours simple, hein, parce qu'il faut aussi faire entendre une voix. Il faut aussi faire entendre sa voix, montrer qu'on a quelque chose précisément à apporter à ces mouvements. Bon, pour le faire et pour que ce soit visible et lisible et efficace, il faut une structuration qui soit adéquate. Hein. Ça, les partis issus du mouvement ouvrier, naguère, savaient le faire. Hein. Bon, plus ou moins bien. Parfois avec une bonne dose d'instrumentalisme, parfois en considérant que le syndicalisme était une courroie de transmission. C'est vrai, il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup de pathologies. Il ne faut pas reproduire ça. Mais il ne faut pas reproduire la coupure entre le social et le politique. Il ne faut pas dire, nous, on fait du travail parlementaire. Ce n'est surtout pas une critique pour le travail que font les camarades au sein du Parlement. Ils sont indispensables, absolument indispensables. Mais le travail au Parlement doit s'articuler avec la mobilisation populaire en dehors du Parlement. Et le propre, justement, d'une force politique qui œuvre pour l'émancipation, pour la rupture avec le système, c'est d'être capable d'articuler les deux. Et là, il faut penser quelles sont les formes organisationnelles qui le font. Ce qui me permet de rebondir sur la question des ressources. Et oui, tout ça demande des ressources, hein, demande un mode de structuration. Il faut quelque part se rencontrer, il faut avoir quelques moyens financiers, y compris au niveau des groupes d'action, au niveau des villes, au niveau des groupes locaux. Sinon, justement, on aboutit à ce qu'on veut éviter. Moi, j'ai écouté plusieurs fois le discours qui me dit vous voyez, on ne veut pas reproduire les partis traditionnels avec leur baronnie locale, mais on va aboutir à des baronnies locales parce que de toute façon, on aura de plus en plus d'élus. S'il n'y a pas un tissu militant qui s'articule avec le travail des élus, qui irrigue le travail des élus, qui fait le lien entre le travail des élus et la mobilisation populaire et les luttes sociales, c'est là où on va aboutir justement à du clientélisme et à des baronnies locales. Voilà.
Bon. Apparemment, alors, dernière chose, comment faire face à ces news? Ben justement, en étant présent sur le terrain. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. On ne peut pas combattre ces news, en particulier auprès de certaines catégories, dans certains territoires, etc. Et ce n'est pas simplement un problème de vieux et de retraités. Je suis désolé, ça c'est du stéréotype. J'ai passé beaucoup de temps dans la Bourgogne profonde ces derniers temps. Je peux vous assurer que là, la jeunesse populaire qui est là, soit elle ne vote pas dans sa majorité, soit elle vote pour le Rassemblement national et pour une petite partie simplement pour nous, pour une toute petite partie. Dès qu'on sort de la jeunesse étudiante, nos scores baissent de façon absolument dramatique. Donc ce n'est pas du tout un problème simplement de vieux, ce n'est pas du tout un problème de retraités, ce n'est pas du tout un problème de marginaux sociaux, c'est un problème de classe. Et reconstruire, dépasser la fragmentation actuelle de la classe travailleuse, de la classe populaire, demande de l'organisation. L'organisation, la bourgeoisie n'en a pas besoin. La bourgeoisie et les macroniens ont tout un système qui les sert. Ils ont les médias, ils ont l'appareil d'État, ils ont les élites. Les opprimés et les dominés, ils n'ont qu'une seule arme pour se défendre et pour espérer l'emporter un jour. C'est leur organisation. Bon, merci Satis qui a dit énormément de choses, donc on va être très rapide. Non, moi je voulais juste répondre au camarade qui a demandé si la NUPES échangeait avec les organisations syndicales au sujet des mobilisations de rentrée. Évidemment oui, c'est ce qui nous a été indiqué là, ici, en séminaire. Donc évidemment, ça reprend un peu ce que disait Statis, on n'a pas à instrumentaliser, objectiver en fait, les organisations syndicales. Et puis je voulais aussi revenir sur ce que la camarade a évoqué concernant le Rassemblement national et notamment la question de la guerre en Ukraine. Pour vous dire que, encore une fois, sur le sujet, tout à l'heure, on a parlé avec Statis et Jérôme des stratégies de notabilisation du RN, et même sur les questions comme celle-ci, ça continue en fait, c'est là-dedans aussi, puisque récemment, à l'Assemblée nationale, il a été question de l'élargissement ou non de l'OTAN. Et donc, quand on est pour la sortie de l'OTAN, a priori, on est contre son élargissement. Le RN s'est abstenu. Tout comme, voilà, alors qu'une intervention très radicale, et pour autant, à la fin, c'est l'abstention. Donc la stratégie même de notabilisation, elle se fait même sur ces sujets-là, et sur les questions, y compris de réintégration des personnels soignants non vaccinés. Moi, je ne les ai pas trouvés très offensifs non plus. Donc voilà, pas du tout même, on peut le dire, Jérôme. Et puis sur la question... de la structuration du mouvement, évidemment, les questions, elles s'opposent à chacune des rencontres entre militants. La question des financements, elle se pose aussi, mais d'une certaine manière, alors là, il y a un certain nombre de camarades qui ont posé des éléments de propositions concernant le futur de la France insoumise, mais je pense que nous-mêmes, en tant que militants, il faut savoir, est-ce qu'on veut revenir dans un cadre parti? C'est pas possible, compte tenu même de ce que tu as expliqué tout à l'heure, quand tu parles de fragmentation du salariat. Il y a aussi une fragmentation du militantisme et de la présence dans les mobilisations. Donc de quelle manière, nous aussi, on se projette là-dedans? Est-ce qu'on est capable de se dire qu'il faut... je sais pas, cotiser peut-être, parce qu'en fait, faire redescendre l'argent qui est gagné des campagnes, c'est pas suffisant. Il va falloir revoir aussi comment on s'organise dans les groupes. Est-ce que les responsables de GA sont élus? Pour combien de temps? Parce que finalement, on fonctionne beaucoup sur le fait accompli et sur ceux qui agissent sont entre guillemets les responsables. Donc c'est tout ça qu'il faut revoir, et c'est pas seulement, à mon avis, une question financière, parce que c'est quand même, ça a été pour l'instant assez confortable d'avoir aussi énormément de choses qui ont été faites de manière assez efficace. Mais je pense que nous-mêmes, dans nos formes de militantisme et nos formes de recrutement même, il va falloir qu'on réfléchisse. Je passe la parole à Jérôme. Oui. Alors, rapidement aussi, et moi non plus, je ne prétends pas répondre à tout, loin s'en faut. Je repartirai de ce qu'a dit le camarade à l'instant. L'arme des opprimés et des dominés, c'est leur organisation. Et c'est vraiment le maître mot. Et de ce point de vue, ça me ramène à ce que j'ai indiqué tout à l'heure. Ça ramène à l'importance des assemblées populaires de circonscription qu'on va tenir partout dès la rentrée. Je pense que c'est vraiment ça qui est à l'ordre du jour, et qui est à l'ordre du jour partout.
la situation l'impose. Et de ce point de vue, je voudrais apporter quelques éléments de nuance par rapport à ce qu'a dit un camarade qui est intervenu tout à l'heure. Il évoque dans sa question, ou dans l'une de ses questions, il évoque la question des gilets jaunes. Et il dit les gilets jaunes, c'était une explosion de colère. Oui, c'était une explosion de colère. Mais les gilets jaunes n'avaient, c'est du moins ce que j'ai compris de ton intervention, mais peut-être ai-je mal compris ce que tu as dit. J'ai compris que tu disais que les gilets jaunes, au bout du compte, n'avaient pas de programme. J'ai une nuance plus que sérieuse avec cette appréciation. Les gilets jaunes étaient fondamentalement pour que le peuple s'empare lui-même de ses propres affaires. On a vu sur les ronds-points se constituer des assemblées où toutes les décisions étaient soumises à la discussion, où toutes les décisions étaient prises par l'Assemblée elle-même. Et on a vu ces assemblées établir, au contraire, un programme de mesures politiques, de mesures démocratiques en particulier, visant le pouvoir, visant à remplacer ce pouvoir antidémocratique et autoritaire par un pouvoir réellement au service du peuple. On a vu ces assemblées établir tout un catalogue de mesures d'urgence pour répondre aux besoins urgents de la population. Donc, j'ai vraiment une nuance sérieuse. Et pourquoi est-ce que je repars de cette histoire des Gilets jaunes? C'est parce que je pense que ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, qui a irrigué ensuite en profondeur les développements de la lutte de classe dans ce pays, et qui s'est prolongé, je l'ai dit tout à l'heure, je le pense en tout cas, sur le terrain électoral avec les formes que ça a pris dans les 2 derniers scrutins. Je pense que ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes n'est pas derrière nous. Je pense que ça continue à cheminer, je pense que ça continue à s'approfondir et que cela va ressurgir. Et ça m'amène du coup à la question qu'a posée le camarade parce qu'effectivement, je pense que nous allons au choc. Quelle sera la forme de ce choc? Nul ne le sait. Ce sera peut-être sur le terrain d'une crise politique amenant par exemple Macron à décider une dissolution. Ce sera peut-être aussi sur le terrain d'un surgissement brutal que personne ne verra venir, parce que les Gilets jaunes, personne ne les a vus venir. Ce sera peut-être une combinaison de tous ces facteurs. Nous n'en savons rien. Ce qui est sûr, c'est que ça ne peut pas tenir et que ça va craquer. Et de ce point de vue, moi, je pense que, encore une fois, la marque de toute la situation, c'est que la situation qui est faite à la population de ce pays, à des couches de plus en plus larges de la population, à la jeunesse de ce pays, fait que de plus en plus vont chercher à prendre en main leurs propres affaires. C'était ça le contenu des Gilets jaunes. On le voit à l'œuvre, y compris à l'échelle internationale. Donc, vers quoi on va? Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'il faut aider le peuple, il faut aider la classe ouvrière, on le dit comme on veut, mais il faut aider les opprimés, les dominés, à se doter, parce qu'ils vont chercher à se doter des formes d'organisation pour contrôler leur propre mouvement. Ça, c'est une certitude. Et c'est ce mouvement qu'il faut appuyer, et c'est tout l'objet, justement, de ces assemblées populaires de circonscription, qui sont en même temps un instrument formidable de mobilisation pour préparer la grande marche qui aura lieu au mois d'octobre, et que je souhaite, moi, la plus large possible, parce qu'il est clair, et là je reprends la formule qu'avait employée un militant dans une réunion de la NUP à laquelle j'avais participé dans un département rural d'ailleurs, et ce militant disait « Maintenant, il y en a assez des digues, il y en a assez des murs entre les organisations politiques et les organisations syndicales. Ces digues doivent tomber. Nous avons fondamentalement les mêmes objectifs, les mêmes exigences. Retrouvons-nous ensemble. » Et c'est aussi dans ces assemblées populaires de circonscription qu'on va œuvrer à cette recomposition politique qui est nécessaire pour faire face à toutes les échéances qui sont devant nous, que ce soit sur le terrain électoral, sur le terrain de la mobilisation, sur le terrain de la lutte de classe. Voilà. On va reprendre des questions. Est-ce que vous pouvez lever la main? Il y a 2 personnes là et 3 personnes là. Ouais, le camarade là attend depuis longtemps, enfin levé la main depuis très longtemps. Oui. Bonjour. Et là aussi après, faudra là aussi.
Je commence. Alors, ma question a plutôt peut-être s'adresser à Statis. Il faut poser les limites de notre bloc. En tout cas, ça doit poser la question de les extensions possibles. En tout cas, déjà sur le domaine électoral. Je pense que contrairement à ce qui a pu être dit des fois dans la FI, dans notre organisation, les fâchés mais pas fachos, ça n'existe pas. Ça fait 20 ans qu'il n'y a pas de transfert. Il y a 2-3% par-ci par-là qui se transfèrent de l'extrême gauche, entre guillemets, à l'extrême droite, que tous les critères d'indication montrent que l'électorat FN, à 90%, il pense que l'immigration c'est un problème qu'il faut lutter contre, etc. Et que la polarisation en fait, entre les classes populaires de droite et de gauche, elle est aussi sociale, parce que les classes populaires de droite adhèrent à des modèles méritocratiques néolibéraux, ils croient à l'assistanat, ils croient à un certain nombre de questions, qui fait que la polarisation, elle est difficile, elle est posée. Donc du coup, ça voudrait dire que les zones d'expansion, c'est 1. L'abstention. 10% de l'électorat Mélenchon en 2022, c'est de l'abstention. 750 000 personnes, c'est absolument énorme. Et de l'autre côté, les options proches, ce qui a été en fait le cas depuis 2012. On a siphonné le bloc mou, le ventre mou de la social-démocratie et on l'a ramené vers une option plus radicale. C'est-à-dire essentiellement, les nouveaux électeurs de Mélenchon, depuis 2012, sont des anciens socialistes, des anciens écolos, etc. etc. Et ma question, c'est plus, quelle est ton intuition sur la contradiction potentielle qu'il y a entre rassembler des abstentionnistes qui, tu disais, étaient des fois plus énervés, plus en colère, avec un rapport distant à la politique, et de l'autre côté, des anciens, on va dire socialistes, des anciens électorats qui sont au contraire plutôt des CSP+, qualifiés et qui ont un rapport à la conflictualité politique beaucoup moins grand, que ce soit sur la question de l'Europe, que ce soit sur la question de la conflictualité dans le travail, dans les grandes entreprises. On le voit même dans l'accord de la NUPES, on voit avec certains de nos partenaires les questions de nationalisation, de droit de veto, etc. Ça commence à être des complications. Donc comment cette nouvelle contradiction sur l'expansion de notre base électorale entre une base extrêmement populaire et de l'autre, des CSP+, qui ont été une alliance, notamment législative, qui rattrape l'abstention des milieux populaires dans nos quartiers, les gens comme moi, je fais un doctorat, je suis précaire, mais je suis hyper diplômé. Comment on fait pour cette contradiction? C'est quoi ton intuition là-dessus? Parce que je trouve qu'elle est hyper compliquée comme question. Oui. Je viens de la 3e circonscription de Charente. Je crois qu'elle était à gauche depuis une trentaine d'années. Et là, elle est passée chez Caroline. Elle est passée chez Caroline Colombier. Donc, c'est la députée RN. Je dis, ma circonscription est passée chez Caroline Colombier, qui a été nommée, je crois, à la commission de la défense nationale. Enfin, une catastrophe. Moi, je parle uniquement des sous qui pourraient revenir à la circonscription pour aider des personnes. Moi, j'arrive pas à leur parler aux gens autour de moi qui votent Le Pen en nombre absolument incroyable. Les jeunes, les plus anciens et tout. Moi, j'y arrive pas, je sais pas faire, je ne sais pas faire. Par contre, on arrive de temps en temps à avoir des personnes dans notre groupe qui, on voit que eux sauraient faire, sauf qu'ils ont pas un radis, et surtout pas un radis à mettre dans la voiture, ne serait-ce que pour aller à des assemblées populaires, etc. C'est un vrai problème. Notre circonscription, elle fait peut-être 70 km de bout en bout. Ce que je veux dire, une assemblée de circonscription, ça n'a pas de sens chez nous. Alors, il faut se passer du numérique, parce qu'en effet, le numérique, c'est pas pour tout le monde. Donc, il faut refaire des choses physiques. Comment on fait? Sans sous. Voilà. Et moi, je crois que le choc qui se prépare, il faut que nous, on le prépare en alliant le social et le politique. Donc, dans cette rentrée-là, on voit bien qu'il y a une demande de mobilisation sociale par les syndicats. Ils l'ont exprimé même ici. Bon, et il y a le projet politique de faire en sorte que ça débouche sur une manifestation qui ait l'ampleur, qui mette en cause le pouvoir politique. Bon. Dans ce choc-là, d'ailleurs, je vous signale que il y a deux blocs qui vont s'entendre. Le Front National RN et la Macronie, bon, ça va s'entendre. Bon. Et donc, il faut faire en sorte que cette complémentarité laisse chacun des forces sociales et politiques, syndicales, avec leur périmètre, leur façon, etc. Il ne faut jamais brusquer les choses dans cette affaire-là. Bon. Et à chaque fois que la politique a voulu brusquer les choses au niveau syndical et tout, ça a été une catastrophe. Or là, je pense qu'il y a la possibilité. Bon,
on a bien vu, hein. Moi j'ai entendu Benoît Test, c'est mon syndicat d'ailleurs. Bon, en gros, il va y avoir une série de mobilisation sociale, syndicale fin septembre. Bon. Et puis il y avait un rebond d'une marche nationale avec une distance certaine pour satisfaire tout le monde. Et ça sera mi-octobre. Bon. Bon, donc le calendrier est à peu près prêt. Donc c'est à nous après de relayer ça partout. Bon. Et là, moi j'ai un détail sur la façon dont les choses vont s'opérer au niveau de l'AFI. Pourquoi est-ce que ça doit être par circonscription? Les questions sociales, la préparation des manifestations, etc., elles ne vont pas se faire forcément partout au niveau de chaque circonscription. Bon, sur Paris, par exemple, ça n'a pas de sens. Bon, on ne va pas faire circonscription par circonscription. Mais l'exemple parisien n'est pas le seul dans toutes les grandes villes. Bon, donc, je pense qu'il serait sage qu'il y ait une certaine latitude. Bon, et je finis là-dessus, qu'il y ait une certaine latitude laissée à la base sur la façon dont chacun peut, et en fonction des localités et des réalités locales. Bon, je vais essayer de faire. Je suis assez d'accord, moi, sur la question de la latitude. Peut-être en 2 secondes. Je pense qu'il y a des circonscriptions. Nous, à Saint-Étienne, par exemple, il y a 2 circos. Je pense que ça n'a pas de sens d'avoir. On le fait déjà, on fait une assemblée pour les 2 circos. Et par contre, il y a des circonscriptions qui sont très grandes, des circonscriptions rurales, et ça peut résoudre le problème du déplacement. Il faut qu'il y ait des assemblées, plusieurs voilà, je pense que c'est important cette latitude. Mais c'était pas ce que je voulais dire, et c'est pas très optimiste. Moi, je sais pas si je crois encore à l'action politique. Je suis là, mais il y a un chiffre qui n'est pas commenté et ça m'inquiète. C'est que j'ai guetté, moi, la participation au premier tour des présidentielles, ça a baissé. Au deuxième tour des présidentielles, ça a baissé par rapport à 2017, hein, on compare ce qui est comparable. Au premier tour des législatives, la participation a baissé. Et au deuxième tour des législatives, elle a pris 3 points, plus de 3 points. Et le résultat, c'est pas un raz-de-marée pour la NUPS. Le résultat, c'est 90 députés RN. Alors je veux dire, bien sûr qu'il faut continuer l'action politique. Je suis là, je veux dire, même si mais il faut vraiment, de manière urgente, articuler les choses, mais concrètement, et les articuler sans faire à la place de. Je vais juste prendre un exemple pour pas être trop long. J'ai croisé un copain qui est syndicaliste sur Marseille. Et en fait, lui, il surveille pas mal les choses. C'est un trotskiste, bonne formation trotskiste comme toi. Et il s'est rendu compte qu'à Marseille, l'Action française faisait des actions humanitaires, en distribuant de la nourriture, des trucs comme ça, et en distribuant des idées pourries en même temps. Donc je pense que nous, il ne faut pas qu'on fasse la même chose. Il faut qu'on fédère les associations qui le font déjà, en les aidant. Il ne faut pas qu'on le fasse à la place. On ne va pas faire du clientélisme. Mais il faut qu'on ait la conscience de cette chose-là. Et je crois que si on veut gagner en politique, sur le champ politique, même avec un petit P, il faut qu'on prenne du champ, du recul par rapport à ce champ-là, pour élargir nos espaces d'action et faire peut-être comme le Parti communiste à la grande époque, mais sans la centralité des choses, d'où mon accord sur la latitude. Voilà, pour faire très très court. On va prendre une dernière question. Merci. Donc moi je suis d'accord sur la question des moyens. C'est vrai que dans les GA on est quand même assez pauvre et c'est quand même difficile et demander à chaque fois aux militants de contribuer et souvent ils n'ont pas les moyens. Mais je voulais revenir aussi, et je crois qu'il ne faut pas minimiser l'influence de CNews et des médias. En plus ils ont enlevé la redevance télé. On ne sait pas ce qui nous attend et moi je voulais demander est-ce qu'il y avait une proposition de loi justement sur ces grands milliardaires qui détiennent des médias et est-ce que comme il y avait eu une loi où ils ne pouvaient pas détenir plus d'un magazine et une chaîne de télé, parce que je crois qu'on minimise vraiment l'influence de ces médias. Nous, on le voit quand on fait du porte-à-porte, quand on fait les marchés, les gens nous répètent exactement ce que disent ces médias-là. Hein. Alors ils nous disent « Oh, nous, on ne regarde pas la télé », mais finalement, leurs arguments, c'est ce qu'ils ont entendu à la télé.
Et donc, je pense que c'est vraiment beaucoup plus important. Je crois qu'on le met un peu de côté, mais c'est vraiment une question hyper importante. Et j'espère qu'il y aura une proposition de loi de la France Insoumise là-dessus pour réduire le nombre de médias par personne. Et surtout, là, avec qu'ils enlèvent la redevance télé, qu'est-ce qui nous attend? Puisqu'on voit déjà que ce soit France Inter ou France Info, on est sur du BFM TV aujourd'hui. Hein, on n'est plus sur... voilà. Donc, c'est très important. Voilà. Sur la question du camarade sur l'élargissement et pardon. C'est à moi? Oui, d'accord. Oui. Alors, bien. Alors, pas fâché, pas facho. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ta remarque. Hein, et personnellement, je crois que ce serait une erreur de faire une croix sur l'électorat, en particulier l'électorat populaire RN en bloc. Hein. Notamment, l'élargissement de cet électorat au cours de ces dernières années signifie qu'il est plus différencié et qu'il est plus différencié dans ses motivations. Toutes les enquêtes, mais aussi la campagne qu'a menée Marine Le Pen, paradoxalement, le type des campagnes qu'elle a menées, mais aussi les enquêtes ont montré que pour la première fois depuis que le FN-RN a des résultats significatifs, en tête des préoccupations de son électorat ne se trouve pas l'immigration et la sécurité, mais les questions dites sociales. À leur sauce, certes, mais c'est la première fois. Plus important encore, quand on pose des questions sur les questions dites sociétales, notamment les questions par exemple de l'avortement, c'est quelque chose qui m'étonne énormément d'ailleurs. Hein. C'est que dans la gauche radicale, on considère comme évident que le RN est une formation sexiste. Et on met en avant les propos lourdingues, ouvertement sexistes, etc., de certains élus FN. Mais Marine Le Pen n'est pas du tout perçue comme ça parmi l'électorat populaire, du tout. Et d'ailleurs, elle a très intelligemment géré le changement de position du RN sur les questions, par exemple, de l'avortement. Et s'est soigneusement abstenue de participer à la manif pour tous. Et elle est, pour des femmes, notamment, plusieurs enquêtes l'ont montré, dans les catégories employées, etc., elle a permis un redressement de l'extrême droite dans l'électorat féminin populaire tout à fait spectaculaire. Donc, cet électorat est traversé par des contradictions. Il faut travailler sur ces contradictions. C'est toujours ce qui a été fait dans la tradition du mouvement ouvrier, même dans les pires moments. Dans les pires moments des dictatures fascistes dans les années 30, la ligne de toutes les organisations et tendances du mouvement ouvrier, c'était être présent dans les syndicats, même dans les syndicats fascistes. Parler aux ouvriers, parler aux travailleurs, parler à ceux qui sont justement sensibles, travailler justement les contradictions et surtout s'abstenir si on pense que c'est par des leçons de morale et de valeurs, entre guillemets, et de libéralisme culturel qu'on va gagner dans ces couches-là. Alors là, on se trompe complètement, les amis. Hein. On se trompe complètement. Le RN doit être attaqué, et je ne le dis pas du tout dans le sens où il faut baisser en quoi que ce soit notre combat contre l'islamophobie, notre dénonciation du racisme et des violences policières. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais ce que je dis, c'est que s'attaquer à l'extrême droite, c'est avant tout révéler son programme antisocial. Montrer que justement les couches populaires, ouvrières, les travailleurs n'ont rien à gagner et beaucoup à perdre justement par la mise en œuvre du Front National. Et je suis étonné qu'au cours de cette campagne, il a fallu attendre les tout derniers jours pour que dans les médias de gauche, le programme économique et social du Rassemblement national soit enfin décortiqué. Alors qu'on aurait dû commencer par ça, au lieu justement de se limiter au reste, sans du tout évidemment mettre de côté le reste. Donc travailler sur les contradictions, y compris sur ces contradictions-là. Deuxième point, très brièvement. Dans un article qu'on va publier dans Contretemps, je fais un peu la publicité pour ma petite boutique, d'Étienne Pénissa. Étienne développe un argument, à mon avis, très juste. Il dit « L'un des avantages énormes d'avoir une vraie présence et un ancrage local de terrain dans les quartiers, dans les localités, et pourquoi pas dans les entreprises, c'est que justement, quand il y a ce rapport de proximité entre
des couches plus larges, avec des degrés divers d'engagement, et, disons, le noyau actif d'un mouvement politique, on peut dépasser, premièrement, une polarisation excessive sur une personne. Et on sait que souvent, on nous a dit « Ah oui, vos idées sont très intéressantes, mais moi, par exemple, Mélenchon, je ne peux pas le piffer. » Mais surtout, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dépasser justement la logique qui consiste à dire si on dit une phrase sur ceci, ça va contenter un certain public, mais ça va rendre mécontent un autre. Cette logique de segmentation électorale qui est la logique dominante précisément du discours médiatique. Hein. Les médias, ils font ça. Hein. Ils parlent à une sorte de public indifférencié pour mettre en concurrence les divers segments et retourner, évidemment, quand il s'agit d'un discours qu'ils n'aiment pas, retourner les uns contre les autres. Quand on a un rapport et un rapport de confiance qui demande du temps, qui demande du boulot pour s'établir, hein, entre des militants, entre des élus, entre des gens qui sont présents sur le terrain et les populations locales, on peut dépasser ça, justement. Je crois que c'est un argument tout à fait essentiel qui permet de gérer ce qu'un grand dirigeant révolutionnaire, que moi j'estime beaucoup, disait, les contradictions au sein du peuple. Les contradictions au sein du peuple, ça se travaille, camarades. Voilà. Dernière chose, je ne crois plus à l'action politique. Oui, imagine où on en serait, camarades, si on n'avait pas fait ça. Imagine où on en serait si, imaginons vraiment où on en serait sans la dynamique autour de Jean-Luc Mélenchon et tout le travail évidemment qu'il y a eu derrière, sans la NUP, sans l'initiative de la NUP. Imaginez les législatives si le scénario catastrophique, à mon sens, hein, de 2017, s'était répété en 2022. Bon, donc, tous les problèmes ne sont pas réglés, mais ça désigne l'urgence, la gravité vraiment de la situation où on est. Et un tout dernier mot sur l'Ukraine. Personnellement, je le dis, un peu déçu qu'on ait, il me semble, baissé le ton au cours de la campagne, en partie parce qu'il a fallu faire des concessions à des partenaires de la NUP qui ne sont pas du tout sur nos positions, sur les positions de la LFI, je veux dire, sur la question de l'OTAN et sur la question de la livraison d'armes. On a mis un peu le bémol là-dessus. Pour moi, il faut travailler, sans du tout, évidemment, en étant très clair sur notre condamnation de la guerre de Poutine et de ses objectifs, mais il faut assumer notre responsabilité pour construire ce que Jean-Luc Mélenchon a appelé le camp de la paix. Et le camp de la paix, ça signifie sortie de l'OTAN, refus de la livraison d'armes, condamnation de l'invasion de Poutine, travail pour une solution diplomatique, refus de s'aligner sur les États-Unis, refus du bellicisme, refus d'un bellicisme qui s'infiltre jusqu'y compris dans les rangs de la gauche et malheureusement parfois même de la gauche radicale. Merci à toutes et tous. Merci Statis pour ces mots conclusifs. Et puis à bientôt et sur d'autres conférences et ateliers.